Salut tout le monde, aujourd'hui on fait le test d'une première mondiale, 24-105 f2.8, Canon essaye d'allier le meilleur des deux mondes, un œil sur la fiche technique, je vais le comparer avec le 24-105 f4 parce que c'est le seul 24-105 qu'on avait jusqu'à aujourd'hui, même si pour moi c'est pas vraiment un concurrent, son plus gros concurrent c'est probablement le 24-70 f2.8, mais j'ai mis aussi le 28-70 f2 parce que c'est un zoom très haut de gamme qui partage à peu près la même plage focale. Quand on regarde la fiche technique, on s'aperçoit que il a 11 lamelles et c'est le seul à avoir 11 lamelles, probablement ça va lui permettre d'avoir un bokeh encore plus doux que les autres. Double moteur nano USM parce que oui, on est bien sur une optique avec un autofocus et on va voir qu'il est extrêmement rapide et extrêmement silencieux. Stabilisation 8 stops, tandis que tous les autres plafonnent à 5 stops et que le 28-70 n'était pas stabilisé. 8 stops, c'est énorme. 23 éléments répartis en 18 groupes, je ne m'étends pas sur la formule optique, mais elle est assez inédite avec un élément qu'on trouve vraiment pas souvent dans les autres objectifs. Évidemment, tous ces objectifs-là sont tropicalisés. Diamètre de filtre 82 mm, idéal aussi bien en photo qu'en vidéo, c'est très standard. Par contre, la taille, comme vous pouvez voir, oui, on est sur une taille qui est évidemment plus longue que les autres objectifs parce que c'est le seul qui est en zoom interne. Donc ici, quand vous zoomez, l'objectif ne s'étend pas. Donc c'est un avantage lorsque vous le manipulez, lorsque vous faites des photos ou des vidéos avec. C'est un inconvénient au moment où vous le transportez. Évidemment, le poids, 1430 grammes, c'est presque le double du 24-105 f4. C'est pas le double, mais c'est un bon tiers de plus qu'un 24-70 f2.8. C'est à peu près le même poids, par contre, qu'un 28-70 f2. Je vous ai mis en vert le rapport de grossissement parce que 0,29 fois, on le verra tout à l'heure, mais c'est plutôt pas mal pour cet objectif-là. Évidemment, le prix, 3 600 €, ce qu'il destine avant tout à une clientèle de professionnels ou alors de vraiment passionnés. Un mot sur la construction de l'objectif qui est exemplaire. On a une bague d'ouverture fluide, c'est-à-dire qu'on n'entend pas les petits clics-clics et elle est dédiée à la vidéo. Elle ne fonctionne pas quand vous êtes en photo. On a une bague de mise au point qui est extrêmement fluide aussi, extrêmement souple. Je trouve qu'elle est très agréable. Et comme on est sur un zoom interne, vous verrez tout à l'heure qu'on est capable de changer le zoom lorsque vous êtes en train de filmer sans à-coup. C'est extrêmement agréable à utiliser. On a deux boutons personnalisables, ce qui n'est pas si fréquent que ça sur les optiques Canon. Une bague de mise au point électronique qui, elle aussi, a une certaine résistance et que j'ai trouvé particulièrement agréable à utiliser en vidéo, mais il n'y a pas de butée. Donc pas de butée mécanique, malheureusement. Ça aurait été sympa que Canon fasse ça. Et on a toujours la bague de commande programmable qui est à l'avant. On a évidemment 4 boutons. Donc on a un limiteur de distance, on a le mode AF, MF, et on a une stabilisation sur cette optique-là, 8 stops. C'est le seul objectif de ce comparatif-là qui a les 3 modes et dont on peut affiner la stabilisation en fonction de ses besoins. On a un collier de pied qui est amovible, donc je peux le retirer, je gagne à peu près 100 grammes si j'ai pas envie de le transporter. Le collier de pied évidemment permet la rotation de l'objectif, mais malheureusement il n'est pas cliquable, c'est-à-dire qu'on sent pas les clics quand on est exactement droit. C'est un peu dommage, de même le fait que le pied ne soit pas directement arc à suisse, on se retrouve obligé à monter un plateau dessous. Bon, c'est des petites attentions qui leur coûtaient rien. Et malheureusement, pas de possibilité de monter un téléconvertisseur sur cet objectif. Sur le terrain, moi j'ai eu une utilisation aussi bien photo que vidéo de cet objectif-là, et je dois dire que la polyvalence d'un 24-105, vous savez que je suis un ardent défenseur des 24-105 f4, ici évidemment on retrouve ça, mais en plus évidemment on retrouve du 2.8, ce qui en fait dans des environnements qui sont un peu plus sombres, ça vous donne un peu plus de qualité, un stop disons en moins ou un stop de vitesse en plus. C'est toujours agréable et c'est vrai qu'à 105 mm f2.8, qui est une combinaison qu'on connaît assez peu, en plus on arrive toujours à avoir un flou d'arrière-plan, donc c'est une optique qui est extrêmement agréable à travailler. Donc 24 105, c'est une polyvalence qui est quand même assez importante. Pour ceux qui se poseraient la question quelle est la différence entre 70 mm et 105 mm, elle est relativement importante, c'est-à-dire que si vous décidez de cropper, vous allez cropper sacrément dans votre image. Allez, un œil sur la mire sur un Canon R5 zoomé à 200%, à 24 mm à f2.8, pour moi on est quasiment au maximum du piqué qu'on peut atteindre. Au centre, c'est parfait. Sur les côtés, l'homogénéité tarde un tout petit peu à arriver. Au début, c'est très bon, mais pas au-delà. Et il faut probablement attendre 5.6 f8 pour avoir une homogénéité parfaite à 24 mm. Et si on compare ça avec les autres objectifs, le piqué au centre est comparable à ce qu'on trouve sur le 24-70 et le 28-70. Il n'y a que le 24-105 f4 qui est légèrement derrière, mais il est aussi très bon, pour être tout à fait honnête, même si lui, il est à f4. En termes d'homogénéité, celui qui a la meilleure homogénéité, c'est probablement le 24-70 f2.8, alors que les autres sont à peu près kiff-kiff. Après, je vous avoue que sur des photos dans la vraie vie, autant on voit bien la différence, je trouve, entre
Les zooms haut de gamme et le 24-105 f4. Hein. Ici, par exemple, je trouve que sur cette photo-là, on le voit très très bien. J'ai zoomé à 200% pour que vous puissiez voir. Autant j'ai beaucoup de mal à départager le 24-70 et le 24-105. Et d'ailleurs, on le voit sur cet arbre, hein, le 24-105 et le 24-70, même piqué. Par contre, le 24-105 f4, effectivement, est moins bon. On passe directement au bout de zoom à 105 mm parce qu'il n'y a pas grand-chose à voir à 50 mm. On s'aperçoit que le piqué au centre est très bon à pleine ouverture. Il passe excellent lorsqu'on passe à f4. Et sur les côtés, il tarde aussi à avoir une homogénéité parfaite. Il faudra plutôt attendre f8. Et franchement, au moment de les comparer, à part dire que, à part le 24-105 f4 qui est un tout petit peu derrière les trois autres pour moi c'est très similaire. En termes d'homogénéité, le 24-70 f2.8 est peut-être celui toujours qui s'en sort le mieux, les autres sont à peu près équivalents. Et encore une fois, sur une vraie photo, ce qui marque le plus, c'est la différence entre 70 mm et 105 mm, 70, 105, quand même une différence impressionnante. Mais après, en termes de piqué, à part avec le 24-105 f4, où là on voit une nette différence et on est un cran au-dessus avec le 24-105 de 8, le reste c'est pareil. Et c'est exactement ce que j'ai retrouvé dans la vraie vie en faisant les tests. En fait, ce qui change le plus entre 105 mm et 70 mm, c'est aussi la compression des plans. Regardez l'arche qui remplissait bien le cadre, c'était facile avec du 105 mm. J'y arrive pas avec du 70 mm. Donc la compression des plans fait que de toute façon, l'arrière-plan ne sera jamais le même entre du 70 et du 105 mm. Là, je vous montre la taille de bokeh entre du 105 mm f2.8 et du 105 mm f4. Ici, j'ai essayé de faire le même cadrage entre le 105 et le 70 mm f2.8, mais vous voyez, autant j'arrivais ici à avoir une meilleure séparation des plans, autant sur le 70 mm, je n'y arrivais pas. Et là, c'est la même chose. Hein. J'arrivais à avoir un bokeh profond sur le 105 mm, avec le 70 mm, c'était pas possible. Enfin, avec le 28-70, on est à f2, donc on est à du 70 mm f2 face à du 105 mm f2.8. Franchement, la quantité de bokeh pour moi est la même. Ce qui change, c'est la compression des plans. Regardez, alors que j'arrive avec le buisson à bien occuper l'arrière-plan, ici, j'y arrive plus du tout. Et j'ai un mur qui est extrêmement présent avec les deux à 70 mm. Donc la compression des plans fait que 105 mm, c'est une focale qui est très intéressante, je trouve, selon le look que vous voulez rendre sur votre image. Et ensuite, l'autre truc qu'on voit, c'est à quel point, avec 11 lamelles, on a un bokeh qui est aussi doux que le 28-70. Une des particularités du 28-70 f2, c'est probablement qu'il est étudié pour le portrait. Et j'ai retrouvé la douceur du bokeh qu'on a sur le 28-70 avec ce 24-105 f2.8. Alors que sur le 24-70 f2.8, on a un piqué un tout petit peu plus agressif, un tout petit peu moins doux, un tout petit peu moins travaillé. Vous voyez ici, on voit que ça ressort plus. Et c'est la même chose avec la végétation derrière, vous voyez, on a un bokeh qui ressort un peu plus avec le 24-70 qu'avec le 24-105 où on est extrêmement doux. Même si je le répète, en termes de piqué, pour moi, c'est pareil. Bon, et l'autofocus, franchement, il est parfait. Ici, testé en photo à, je crois que j'étais à 30 images par seconde sur le Canon R6 Mark II. Je dois avoir 5% de déchets. Même les photos ici, quand c'est le plus dur, quand il est au plus rapide et compagnie, elles sont toutes bonnes. Donc, c'est absolument nickel. Et ici, je m'étais amusé avec une guirlande qui était juste devant moi, qui prenait bien la lumière, qui donnait ce bokeh-là, qui fait avant-plan bokeh et arrière-plan bokeh. Et toujours, on l'a mise au point nickel. Allez, petite pause dans cette vidéo pour vous dire qu'elle n'est pas sponsorisée, que j'ai pas eu le lien avec Canon et que c'est IPLN qui m'a prêté cet objectif-là. Vous pouvez soutenir notre démarche en choisissant votre objectif et en achetant celui de votre choix sur ipln.fr. Vous mettez le code créateur Damien. Moi, ça me permet de toucher une petite commission qui me permet de financer mon travail. Mais évidemment, on a parlé beaucoup photo. C'est une optique qui est optimisée pour la vidéo aussi. Et en vidéo, ce qui m'a choqué, c'est la stabilisation. Ici, c'est filmé à main levée à 105 mm f2.8. Et je dois dire que les plans sont top ici. Mais l'autofocus est exactement aussi bon que l'autofocus que j'ai retrouvé en photo. Il n'y a pas le moindre pompage. Ça suit aussi bien que l'autofocus arrive à traquer le sujet. C'est top, c'est vraiment top en termes de résultats. Et je le redis, la stabilisation est impressionnante. Et ici, regardez, je fais un changement de focale, ce qui n'est pas si simple. Je suis incapable de faire ce changement de focale avec un 24-70, un 24-105 ou un 28-70. Parce qu'avec leur zoom externe, les bacs sont extrêmement durs et c'est difficile de faire ça. Ici, sur celui-là, c'est extrêmement simple. Du bout du doigt, à vous appuyer un peu sur le collier de pied, vous pouvez faire ce changement de focale là de manière très très fluide. L'autofocus n'a aucune difficulté parce que si vous êtes sur un appareil qui est quasiment parafocal, et ça marche trop bien. Et ici, regardez, c'est filmé de nouveau à main levée à 105 mm f2.8.
Je me fais un plan comme ça et la stabilisation est probablement un des trucs qui m'a le plus impressionné. Et c'est vrai que là, pour la vidéo, le fait de combiner tous ces atouts-là, la bague 24-105 qu'on peut bouger avec le pouce et où on peut vraiment changer la focale sans avoir le moins de problèmes d'autofocus, la bague d'ouverture qui est fluide et la stabilisation qui est incroyable, bah ça vous fait une sacrée optique. J'ai jamais vu une optique aussi polyvalente finalement pour la vidéo. Et oui, je vous le disais, on est sur une optique qui est parafocale. Donc ici, on n'a pas besoin de mise au point. Elle est désactivée sur cette séquence-là. Mais on garde la mise au point lorsque vous zoomez. Et ça aide énormément les moteurs autofocus. Ça vous permet d'avoir des plans qui sont toujours nickel. D'autant qu'ici, Canon a beaucoup travaillé sur le fait d'avoir quelque chose avec un brushing qui est minimal. Vous voyez, on voit bien la différence par rapport aux autres. Encore une fois, pour la vidéo, vous allez pouvoir changer de point d'autofocus. Votre cadre ne va pas changer. Allez, un mot sur les défauts optiques. Maintenant, oui, il y a un peu de vignettage, mais c'est relativement standard pour ce genre d'objectif. Il faut attendre f8 pour qu'il disparaisse. Et c'est exactement la même chose à 105 mm. Le flair, c'est pareil, ça m'a semblé, mais presque identique à celui qu'a le 24-70 f2.8. Donc, on peut trouver dans des situations très complexes du flair, mais c'est assez banal en termes de quantité. Sur les aberrations chromatiques, je suis un poil plus partagé. Franchement, moi, dans la vraie vie, j'ai pas trouvé de vraie différence entre ces objectifs-là. Pourtant, j'étais dans des situations où, généralement, on voit quand même pas mal d'aberrations chromatiques. N'empêche que sur la mire, effectivement, au centre, on en trouve peu. Par contre, sur ce qu'on appelle les aberrations sphériques, effectivement, on a un niveau d'aberration sphérique un peu plus important que sur les autres objectifs. Et effectivement, ça a été signalé dans d'autres tests. Et moi, j'ai pas fait d'astro avec cet objectif-là, mais en l'occurrence, de par ce défaut optique d'avoir des aberrations sphériques dans des scènes de très fort contraste, c'est pas un objectif qui va être idéal pour l'astrophotographie, d'autant plus qu'il va avoir un peu d'astigmatisme. Et cet objectif-là, entre guillemets, il a un autre défaut, c'est qu'il y a pas mal de distorsion au grand angle. Donc c'est bien corrigé, hein. On la voit pas sur les JPEG, on la voit pas sur les RAW parce qu'on a les profils de correction. Donc en vrai, ça n'a pas trop d'incidence de savoir que naturellement, sans correction, il y a une distorsion, c'est pas grave. N'empêche que peut-être qu'on aurait eu un meilleur piqué sur les bords s'il n'y avait pas eu cette distorsion-là. Cet objectif-là, il appartient à une nouvelle gamme chez Canon qui est la gamme Z. Donc on a un zoom interne avec la possibilité de motoriser, que ça soit la bague de changement de focale ou la bague de changement de mise au point. Donc vous allez ensuite avoir une commande qui vous permet d'avoir des mouvements qui sont 100% fluides et potentiellement de les faire à distance, même via un smartphone. En tout cas, moi je ne l'ai pas eu, donc j'ai pas pu le tester. Cet objectif-là, c'est un des premiers objectifs qui est 100% hybride que j'ai pu tester. Il est aussi excellent en photo qu'en vidéo, en fait. Et il est incroyablement polyvalent, ce qui fait que probablement il va être idéal pour de l'événementiel, pour du portrait, pour du mariage, pour du photojournalisme et pour n'importe quel vidéaste, en fait. Donc vraiment, ici, a beaucoup d'utilisations différentes. Bien joué, moi je trouve, de la part de Canon. ipln.fr, vous mettez le code créateur Damien pour soutenir mon travail. Salut!